Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Je m'appelle Lisa, Lisa Poukine sur YouTube et je parle de couture. Voilà, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai ma chaîne YouTube et je vous présente un peu mon défi de faire ma garde-robe fait main. Et d'ailleurs, je viens de fêter, enfin j'ai fêté fin octobre mon premier anniversaire et j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai posté des vidéos depuis et je les avais tournées avant. Donc c'est maintenant que je vous remercie, enfin je remercie toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo anniversaire. Sachez que j'ai été émue presque aux larmes, enfin j'avais des larmes aux yeux quand j'ai lu toutes ces beautés de commentaires extrêmement gentils. Enfin j'étais extrêmement touchée par tout ça, donc je remercie toutes ces personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui me suivent depuis le début, celles qui viennent de me rejoindre, vous-même si c'est la première fois que vous êtes là. Voilà, je suis toujours très touchée. Là, particulièrement cette vidéo anniversaire, je m'en suis pris plein la face. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Donc je vous retrouve, je lance avec cette vidéo une nouvelle série sur une nouvelle aventure qui est aussi liée à la couture, c'est-à-dire que je lance mon entreprise de création d'articles textiles. Et j'ai envie de documenter un petit peu tout ça et puis de vous expliquer un peu comment je le vis, qu'est-ce que je fais, dans quel ordre et pourquoi. Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle de l'entreprise, enfin, professionnelle de l'entreprise, qu'est-ce que c'est je ne suis pas une pro de la création d'entreprise, c'est ma première entreprise que je crée de ma vie. Voilà, j'ai un petit peu l'expérience de mon mari qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais qui est lui aussi à son compte depuis des années. Et bien sûr, je l'ai accompagné au niveau administratif, donc voilà, j'avais déjà mis un petit peu les pieds dedans, mais bon, chaque projet est différent et le mien, bien sûr, ne s'applique pas à ce qu'il fait. Donc, dans cette... Alors, oui, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, je ne suis pas juriste non plus, donc tout ce que je vais vous dire, voilà, il y a sûrement à prendre et à laisser selon selon votre cas, si vous êtes aussi dans une réflexion sur une création d'entreprise dans le domaine de l'artisanat, de la création. Voilà, je vais vous résumer en fait ce que j'ai retenu de mes recherches que j'ai faites pour mon projet. Et voilà. Et donc vous en faites ce que vous pouvez, quoi. Et voilà, et donc c'est parti, hein. Je vais vous raconter un peu de quoi on va parler. Donc j'ai choisi 3 petites thématiques pour cette vidéo et j'ai à peu près 150 000 idées pour d'autres vidéos à venir. Donc je pense que ce sera une série. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des questions que je peux traiter un petit peu après. Aujourd'hui, pourquoi créer une entreprise? La base. Quel statut choisir? Voilà, on va voir, bien sûr, je ne vous apprends peut-être rien, mais qu'il y a plein de statuts et surtout comment moi j'ai choisi et ce que j'ai choisi et comment faire pour créer une entreprise ou se taper en fait. Voilà, donc j'ai des petites notes avec les dessins de mon bébé. Je vais essayer de dire à travers. Premièrement, pourquoi créer une entreprise? Eh bien, parce que c'est obligatoire. Voilà, fin du chapitre. Non, tout simplement, je vous réfère, je vous mettrai le lien en barre d'infos, en description, vers l'article du site du ministère de l'économie, qui explique tout simplement dans quel cas dans quel cas on doit déclarer la vente de biens et dans quel cas on peut ne pas les déclarer. Voilà, c'est-à-dire que quand on vend des objets d'occasion dont on ne veut plus, dans la majorité des cas, là, si c'est considéré comme occasionnel, on n'a pas à devenir une entreprise pour ça, on n'a pas à déclarer aux impôts, sauf cas, voilà, c'est décrit dans le lien que je vous mettrai. Par contre, alors je vais vous lire carrément, je ne vais pas vous lire tout le truc, mais il n'y a pas de place à l'ambiguïté.
Si vous achetez ou fabriquez des biens afin de les revendre ou les vendre, les revenus de cette activité sont imposables. Vous devez par conséquent déclarer vos recettes à l'administration fiscale dans le cadre de votre déclaration de revenus. Et donc là, en fait, c'est quand on déclare ces revenus-là, eh bien, on les déclare, on ne les met pas dans case salaire, c'est dans la case soit selon le régime, soit le régime micro-BIC, donc BIC, soit le régime réel. Bon, en gros, il faut être une entreprise, quoi. Donc, après, il y a une question de plafond, etc. Mais voilà, quoi. Si vous proposez vos biens à la vente via une plateforme en ligne collaborative, sachez que depuis 2020, la loi relative à la lutte contre la fraude impose aux plateformes et places de marché en ligne, quel que soit l'état de leur implantation, d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année un décompte des opérations réalisées du montant brut perçu à ce titre à chacun de leurs utilisateurs et à l'administration fiscale concrètement. Bon, voilà. C'est-à-dire que même si vous vendez via, je vais prendre le cas d'Etsy, le site Etsy qui permet à des artistes et artisans de vendre leurs créations sur une place de marché, parce que c'est un des points de vente que j'ai en ligne, que j'ai choisi. Et bien, si vous vendez quelques petites créations sur Etsy, ou grosses, et bien Etsy a pour obligation, même si Etsy, je crois que c'est le cas, n'est pas basé en France, et bien de reporter à l'administration fiscale chaque année les revenus de telle ou telle personne. Alors on est bien d'accord que si vous vendez pour une très faible valeur, Etsy va communiquer ceci aux impôts. Est-ce que les impôts vont aller vous courir après ou est-ce qu'ils ont mieux à faire? Ça, c'est à vous de vous faire votre opinion. Mais voilà, la loi est ainsi et donc créer une entreprise si on veut vendre nos créations est obligatoire. Bon, dans mon cas, je me suis jamais posé la question parce que il s'agit d'une reconversion et c'est mon projet voilà, personnel, c'est mon activité principale. Donc de toute façon, c'était voilà, j'avais pas intérêt à le faire sous le manteau, vous voyez. Et donc, oui, voilà, selon les cas, il me semble qu'on est, enfin en tout cas dans mon cas, c'est ce qu'on m'a dit dans une formation que j'ai fait à la Chambre des métiers, qu'on a 1 mois pour se déclarer, c'est-à-dire qu'on peut commencer à exercer avant d'être immatriculé. 1 mois avant, voilà. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait. Enfin, pas pile 1 mois, mais j'avais lancé un peu les dossiers, puis j'avais déjà mis des trucs sur Etsy. Bon voilà, ça va quand même, on a un petit temps de latence. Par contre, ce sur quoi il n'y a pas du tout de latence, c'est l'assurance. Bon, ça j'en parlerai une autre fois, mais en gros, le premier jour où on est immatriculé, il faut être assuré en tant que professionnel, c'est-à-dire avoir une responsabilité civile pro. C'est un autre sujet. Alors, partie 2, quel statut choisir? Alors, les statuts, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que c'est juste compliqué, pénible et je ne maîtrise pas au point de vous faire un cours magistral là-dessus, puis je pense que je perdrai la plupart d'entre vous. Mais bon, pour faire simple, il faut choisir d'un côté un statut juridique et un statut fiscal. Donc je viens au statut fiscal après, c'est très simple. Il y a 3 principaux statuts juridiques, enfin familles de statuts juridiques. Micro, c'est-à-dire entreprise individuelle ou encore auto-entrepreneur. Spoiler alert, c'est ce que j'ai choisi, bien entendu. Enfin, ça coule de source pour moi. Ou alors EIRL ou EURL. Alors, j'ai fait une faute de travail. Entreprise individuelle à responsabilité limitée, donc ça c'est EIRL, et le EURL, le U c'est pour unipersonnel. Je sais plus la différence, mais ça ne me concerne pas, donc je n'ai pas trop fouillé, quoi. Ensuite, la SASU. J'ai oublié d'écrire ce que ça voulait dire, ça. SASU, la SASU, quoi. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, propres à chaque projet.
Donc, propre à chaque projet et propre à chaque projet. Alors, les grosses différences entre ces 3 familles, déjà, si on veut travailler à 1 ou à plusieurs, sachant que quand même, quand on est en micro-entreprise, on peut avoir un conjoint collaborateur. Il me semble même qu'on peut avoir un ou des salariés. Donc, en fait, ça dépend. Mais si on veut être 2 créateurs au même niveau, vous savez, de personnes qui gèrent, ben, ça va être SASU, SARL, quoi. SASU ou SARL. Autre différence, eh ben, les impôts et les charges sociales de la micro-entreprise sont calculés à partir du chiffre d'affaires et non du résultat. Alors le résultat, c'est le chiffre d'affaires auquel on enlève les charges, donc le résultat, quoi, ce qu'il y a comme sous vraiment à la fin. Et ben j'ai mis un bec là. Si tu es en EURL ou enfin si tu n'es pas en micro, voilà, tout le reste sauf micro, les impôts, alors il y a certaines taxes qui sont fixes, mais les impôts qui sont calculés en fonction, ils sont calculés en fonction du résultat et non du chiffre d'affaires. Et inversement, si tu es en micro, les impôts et les charges sont calculés en fonction du chiffre d'affaires. Voilà, donc bien sûr, si on fait une activité d'achat-revente, il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires et le résultat parce que ce qu'on vend, il faut l'avoir acheté, vous voyez. Donc forcément, il y a une grande différence. Si j'achète quelque chose à 100 € et je le revends 200 €, mon chiffre d'affaires, ça va être 200 €, mon résultat, ça va être 100 €. Bon, je ne prends pas en compte les autres charges, parce que bien sûr, il y a d'autres charges. Vous savez, c'est comme dans la vraie vie, quoi, hein. Donc, pour faire simple, voilà. D'où l'importance de faire un budget prévisionnel. Alors bon, je l'ai fait à la base, je ne voulais pas le faire, parce que ce genre de truc, ça ne m'intéresse pas trop. Je lançais mon entreprise, mais bon, je peux trop faire de budget, vous comprenez, je veux juste travailler, moi, en fait. Je pense que je suis pas la seule comme ça, juste laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler, puis on verra après. Bon, finalement, j'ai été obligée de faire même quelque chose d'assez, on va dire, vague, global, à vue de nez, vite fait, comme ça, pour avoir une idée de est-ce que c'est bien une micro qu'il faut que je fasse, parce que si c'est vrai que j'ai beaucoup de charges, ça va peut-être être intéressant plutôt d'être dans un autre statut. Mais bon, finalement, non, moi-même, avec le budget prévisionnel, c'était quand même la micro, parce que je ne vise pas un chiffre d'affaires très élevé. Donc, de loin, c'était plus intéressant, la micro, pour d'autres raisons également. D'ailleurs, voilà. Pourquoi j'ai choisi la micro? Déjà parce que je suis seule par moi-même, donc micro, auto-entreprise. J'ai choisi ça en premier, en fait, pour la gestion et la fiscalité qui sont simplifiées. Voilà. En plus, les plafonds, enfin, ce qui peut bloquer souvent, enfin avant, c'est que les plafonds de la micro-entreprise étaient quand même assez bas et bon, la micro-entreprise, c'est considéré pour faire une activité secondaire, un truc d'appoint, pour mettre du beurre dans les épinards. Et en fait, maintenant, les plafonds sont quand même assez élevés. Enfin, pour moi, c'est largement suffisant pour ce que j'imagine, surtout la première année, parce qu'on peut très bien changer après. Donc voilà, c'est par rapport à ça. J'ai choisi ça aussi parce qu'il y a parce que j'aurais peu de charges, alors peu entre guillemets, parce que bon, ouais, j'ai pas mal de charges hein, finalement quand j'ai fait mon mon prévisionnel, enfin oui, j'avais fait un budget prévisionnel dans le sens où j'avais quand même listé toutes mes charges. Et il y en a, voilà. Alors, il y en a moins que, par exemple, si j'ouvrais une boutique physique. C'est pour ça que je dis que je pense avoir peu de charges. Je ne sais pas si ça marche en auto-entreprise. Peut-être, je ne sais pas.
Et autre question donc par rapport au statut fiscal, est-ce qu'on veut être ou non assujetti à la TVA? Alors, ça aussi c'est une question de plafond. Alors je vous détaille pas tous les trucs de plafond, déjà parce que c'est quelque chose qui change, peu, mais ça change un petit peu tous les ans. Mais, je vous mettrai les liens pour vous renseigner parce que c'est pas enfin c'est quand même assez simple à comprendre et ça dépend aussi du type d'activité que vous avez. Donc, moi j'ai une activité, comment il s'appelle ça? Mixte, enfin mon activité principale est de fabriquer et de vendre mes créations textiles. Activité secondaire, ici même YouTube. Voilà. Donc le premier c'est considéré comme de l'achat-revente, même si, enfin c'est pas de l'achat-revente, c'est de l'artisanat, mais c'est dans la même case au niveau des impôts, tout ça. Et l'autre c'est plus bénéfices non commerciaux. Donc, je ne sais plus si ça rentre dans le truc profession libérale ou pas. Enfin, c'est une autre case, du coup, c'est un autre taux d'imposition. Ah, c'est cool. Donc voilà, et c'est aussi un autre, oui, je vous parle de ça parce que c'est aussi un autre plafond pour la micro-entreprise, voilà, voilà, non mais on va s'amuser. Par rapport à la TVA, en gros, il n'y a aucun intérêt à payer la TVA. Pourquoi vous voulez payer la TVA? Voilà, parce c'est vrai que depuis toujours, ça c'est, oui, depuis toujours, j'ai cette idée, et je pense bien que je ne suis pas la seule, que oui, c'est bien d'être assujetti à la TVA parce que tu récupères la TVA sur ce que tu achètes. Donc en tant qu'entrepreneur, si j'achète du matériel, eh ben, l'État va me rembourser 20% du coût de ce matériel. Ouais, sauf que 20% de ce que, parce que ma TVA est à 20% pour une autre activité, il y a d'autres pourcentages, mais 20% de ce que je vais gagner, il va falloir que je leur paye en TVA, donc il faut, enfin, ça ne s'équilibre pas, c'est pas, enfin voilà, même la formation que j'ai suivie à la Chambre des métiers m'a confirmé ça, que ben, à tout prix, si vous êtes sous les plafonds, le gars il a dit, pourquoi? Parce que le problème, après oui, ce que je ne savais pas non plus, c'est que une fois si, à cause de ces fameux plafonds, si par bonheur, hein, évidemment, si je dépasse les plafonds qui sont quand même assez hauts, j'ai plus en tête, je vous le mettrai, je dépasse le seuil de la TVA et là, je deviens assujetti à la TVA, bon très bien, soit. C'est ta vie. Alors, c'est pas à vie, ma vie, c'est à la vie, c'est jusqu'à la fin de la vie de l'entreprise. Voilà, si l'année d'après, ben, j'ai une mauvaise année, je suis sous les seuils, et ben, je suis toujours assujettie à la TVA. Donc voilà. Il faudrait à ce moment-là dissoudre la société et la recréer, ça. Dans tous les cas, moi je peux que vous conseiller de vous faire accompagner par votre chambre des métiers de l'artisanat, si votre activité est artisanale. Sinon, il y a d'autres chambres. Parce que voilà, pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, comment on fait et pourquoi, et moi je fais quoi. Voilà, j'ai fait, malgré voilà, toutes mes recherches, et l'expérience comme je vous le disais, que j'ai avec mon mari, enfin avec l'activité de mon mari, j'ai appris énormément. J'ai fait une formation avant la création d'entreprise et c'était une spéciale micro entreprise. Et donc 2 jours, c'était génial. J'ai appris plein de trucs. On a fait plein de simulations. Non, alors évidemment, voilà, ça doit dépendre du formateur parce que c'est voilà d'une personne à l'autre, enfin, je pense qu'on va avoir les mêmes informations. Je dis pas ça, mais c'était super super intéressant. J'ai appris tellement et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier alors que ça faisait des mois, que dis-je, des années que je préparais mon projet. Très lentement, hein, mais c'est vrai que je suis un peu angoissée par toutes ces histoires de là, statut, TVA, papier, administration, ça, je pense que je suis comme beaucoup. Moi, j'aurais bien voulu juste faire mes trucs et c'est bon, enfin, pas avoir à m'occuper de faire un budget prévisionnel et m'occuper de statut et de. Mais maintenant que je comprends tout,
Je n'ai plus peur. Troisième et dernière partie, comment créer une entreprise. D'abord, ne pas se précipiter, se renseigner, donc ça rejoint le point d'avant, hein, se faire accompagner, parce que c'est devenu quand même très simple de créer une entreprise. Mais une fois qu'elle est créée, il y a certaines choses, c'est trop tard, on ne peut plus faire. Donc si par hasard vous avez des droits à Pôle emploi, même si vous êtes salarié, que vous voulez créer votre entreprise, il me semble que ce serait dommage de faire directement sans passer par Pôle emploi. Alors, je ne dis pas de rester au chômage pendant même un mois, il n'y a pas besoin. C'est juste que quand on a des droits à Pôle emploi, mais ça c'est à voir bien sûr avec Pôle emploi, il faut faire une demande d'aide avant l'immatriculation. Et donc, pour revenir aux démarches pour l'immatriculation, je vous disais c'est devenu très simple. En fait, on peut faire tout en ligne gratuitement sur le site Guichet Entreprise. Bien sûr, je vous mettrai le lien. C'est gratuit, je n'ai pas testé, c'est censé être simple, machin truc et tout ça. Comme je vous disais, moi ça m'angoisse parce que je fais pas confiance. En plus, je ne fais pas confiance à ce genre de site, quoi. Enfin, pas dans le sens où ils vont m'arnaquer, juste dans le sens où c'est sûr que ça va bugger, quoi. Parce que moi, c'est mon expérience avec ces sites-là, c'est sûr, il y a un truc qui ne va pas se faire. Donc, j'ai choisi l'option 2, de me faire accompagner par la Chambre des métiers, donc ça m'a coûté 100 € quand même. Donc, j'ai choisi de faire ça pour être tranquille et aussi parce que mes investissements que j'ai faits pour mon entreprise, je les ai vachement échelonnés. Donc, toute l'année dernière, en fait, j'ai pas acheté d'un coup tout. Donc, 100 €. D'ailleurs, j'ai fait un chèque qui est toujours pas encaissé. Bon, voilà, ça passe. Quand j'ai fait le jour où j'ai fait ma formation, enfin les 2 jours où j'ai fait ma formation à la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat, j'ai récupéré un dossier. C'était 2 pages 2 fois, de même fois les 2 pages. Et il demandait aussi des documents, style une copie de la carte d'identité, un justificatif de domicile, peut-être autre chose, mais franchement pas grand-chose. Et ça, j'ai pris rendez-vous aussi à la CMA. Donc ça s'appelle le CFE, le Centre des formalités des entreprises, je crois, qui est dans le CMA qui est dans le CFE, non, le CFE qui est dans le CMA. Donc j'ai ramené les documents remplis, j'avais pris rendez-vous, j'ai dit, je suis contente d'avoir fait comme ça, parce que déjà rien que quand ils m'ont donné l'enveloppe avec le dossier le soir même, donc je sortais de 2 jours de farcissement de cerveau, de formation, très intéressant comme je vous disais, mais super intense en fait au niveau des informations. J'ai regardé le dossier, je trouvais ça, j'ai fait, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se... Oh non, au secours, non. Et en fait, un autre jour, je m'y suis mis. Et en fait, c'était rien. Et c'est ça, la plupart du temps, que je me fais tout un monde de trucs de ce genre. Et au final, bon, ça va, quoi. Faut juste s'y mettre 2 secondes, essayer de trouver un temps où on n'est pas interrompu. C'est ça, en fait, qui n'est pas facile. Franchement, voilà, c'était 2 pages à remplir, mais du style, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton adresse, c'est ton numéro de sécu. Enfin, c'est facile, quoi. Et des documents, mais je pensais qu'ils me demanderaient des trucs où il fallait aller chercher. Même, on m'avait dit, oui, il faut un extrait de ton casier judiciaire. J'ai dit, oh putain, faut aller chercher, comment je vais faire, ça va prendre des mois. En fait, non. En fait, non. Donc, non, franchement, faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Non, non, moi, j'ai eu peur, j'ai perdu du temps, du coup. Non, non, c'est bête, quoi. Enfin, bref, maintenant, c'est fait. Et je suis bien contente. Donc, je suis officiellement immatriculée donc, en tant qu'auto-entreprise. Et oui, c'est bien mon activité principale, pas une activité secondaire. Il faudra arrêter avec ces préjugés là, des auto-entrepreneurs, c'est pas des professionnels. Oui, je vais vous raconter une dernière anecdote avant de vous quitter. J'ai demandé à la poste comment avoir une boîte postale et combien ça coûtait. Donc elle m'a dit bien combien ça coûtait, mais que moi je peux pas en avoir parce que c'est pour les professionnels. Parce qu'elle m'a dit oui, il faut un extrait cabis. Alors je lui ai dit j'aurais pas d'extrait cabis parce que je suis auto-entrepreneur. Ah ouais, non, mais non, parce que les boîtes postales, c'est pour les professionnels. Ouais, parce que je suis professionnelle du coup, comme je suis auto-entrepreneur. Donc voilà, bienvenue dans le monde de l'auto-entreprise et
Et voilà, n'hésitez pas donc à me poser vos questions pour les prochaines vidéos. Je pense depuis un moment faire un live, donc là je vais rien me rajouter jusqu'à la fin de l'année, donc je vais vous donner rendez-vous en janvier pour la prochaine vidéo, que ce soit un live ou pas. Dites-moi si un live ça pourrait vous aller, je ne sais pas quand faire ça dans la semaine, c'est ça le problème, voilà, je ne sais pas comment les gens sont disponibles, je sais pas. Mais bon, bien sûr, si je fais un live, je mettrai le replay en ligne. Voilà, questions, commentaires, abonnements, like, paillettes, j'accepte tout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie beaucoup encore de me suivre. Et ça, c'était bizarre, ça. Je vous dis au revoir, mais je vous dis quand même. Voilà, non, ça, je me dis à moi-même. Allez, bye bye.